Bien, bonjour à tous. Bienvenue pour cette première conférence de cet événement qu'est le colloque Polygone. L'objet de ce colloque est de répondre à un sujet, la société face au terrorisme, à travers différents prismes, différents points de vue, tout en gardant un esprit universitaire. Cette première conférence va donc ouvrir cette réflexion en traitant de la question des enfants de djihadistes français retenus dans les camps kurdes, mais nous pourrons assister au fil des prochains jours à un thème psychologique pour jeudi prochain, ou encore juridique et politique pour la journée du vendredi. C'est une très grande fierté pour Polygone d'avoir pu organiser un événement de cette envergure, avec une telle diversité, que ce soit dans le choix des sujets et du profil des intervenants, qui est tout à fait pertinent. Nous sommes également très honorés de constater l'engouement que le colloque a pu susciter auprès des étudiants de l'université, mais pas seulement, puisque je rappelle que ce colloque est bien évidemment ouvert à tous. L'organisation de cet événement aurait été un travail long et dense, mais il nous a permis d'arriver à un programme qu'on espère passionnant, composé de 4 conférences tout au long de cette semaine. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le programme des futurs événements Polygone sur les livrets. Pour cette première conférence, nous avons donc le grand plaisir d'accueillir M. Robert Maître Dosé et M. Julien Laferrière pour traiter d'un sujet tout à fait passionnant. Je vous laisse donc la parole et je vous souhaite à toutes et tous une excellente conférence et surtout un très bon colloque. Merci à tous. Alors, bonjour à tous, nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir aussi nombreux en cette première conférence de notre colloque annuel. Pour commencer, nous allons aujourd'hui nous intéresser à la position de la France dans l'accueil d'enfants de djihadistes français retenus en Syrie. C'est un sujet d'actualité puisque cela fait plus de 2 ans que des femmes et enfants de djihadistes français sont capturés par les Kurdes en Syrie, dans des camps tels que celui de Roj, dans des conditions épouvantables. Dans cette conférence, nous allons nous concentrer sur le sort de ces enfants capturés et sur le fait que la France ne veuille pas les rapatrier pour le moment. Ils sont plus de 200 et les 3/4 de ces enfants ont moins de 5 ans. Ils sont détenus dans des conditions épouvantables, ne disposant ni d'école ni de ressources alimentaires suffisantes. La députée Frédérique Dumas parle de victimes de guerre pour désigner ces enfants. Pour le moment, le gouvernement Face à cette situation, le gouvernement actuel a choisi d'établir un rapatriement au cas par cas pour les enfants dits les plus vulnérables. Seulement une 30aine d'enfants ont pu être rapatriés depuis le début des opérations. Cette doctrine du cas par cas interroge, face à cette situation critique, les enfants ne sont-ils pas tous aussi vulnérables les uns que les autres ? Ce questionnement prend d'autant plus d'importance que quand on voit que seul l'État français adopte cette position, alors que la plupart des États, tels que la Belgique, la Finlande, les États-Unis, la Russie ou encore le Kosovo, ont quant à eux commencé, voire terminé, le rapatriement de leurs ressortissants majeurs et mineurs. En France, nombreux sont ceux qui militent pour un rapatriement de tous les enfants, sans exception. C'est notamment le cas de Maître Dosé, que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui. Maître Marie Dosé est une avocate spécialisée dans les affaires pénales. Elle est intervenue dans plusieurs dossiers à dimension politique, notamment aux côtés de Greenpeace contre EDF, ou encore dans celui de l'enlèvement et l'assassinat au Mali des journalistes Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Fin 2020, Maître Dosé ainsi que son confrère Maître Rivière sont missionnés par l'ONG Avocats sans frontières et le bâtonnier du barreau de Paris pour se rendre au Kurdistan syrien et témoigner de la situation des femmes françaises et de leurs enfants retenus dans le camp du Roj. Le mardi 30 mars 2021, plusieurs avocats, dont Maître Dosé, ont saisi le procureur de la Cour pénale internationale afin de dénoncer, je cite, « des crimes de guerre perpétrés dans le nord-est syrien pouvant mettre en cause la responsabilité du président de la République française en sa qualité d'auteur et ou de complice ». En septembre 2021, elle plaide devant la Cour européenne des droits de l'homme en faveur des enfants retenus dans les camps syriens. Bonjour Monsieur Laferrière, bonjour chers collégiens, bonjour à tous. Monsieur le député, vous avez été élu en 2017 député de la 2e circonscription du Rhône. Avant ça, vous avez été maire du 9e arrondissement de Lyon. Vous avez également été étudiant ici, puis enseignant à Lyon 3. Vous vous êtes à plusieurs fois prononcé en faveur du rapatriement des enfants de djihadistes, des femmes et enfants de djihadistes, et ce, à contre-courant du gouvernement. Enfin, vous vous êtes rendu en Syrie avec Marie Dosé, dans les camps où sont détenus les enfants de djihadistes. Bonjour à tous, je souhaiterais vous présenter Monsieur Loïc Robert. Donc, Monsieur Loïc Robert est titulaire d'un doctorat de l'université Lyon 3. Il a soutenu sa thèse en 2014
sur le thème de la contribution de l'Union européenne au droit international des droits de l'homme. Aujourd'hui, il enseigne en tant que maître de conférence en droit public, où il enseigne la matière des droits fondamentaux et du droit européen. Il est aussi directeur adjoint du Centre des études européennes et co-directeur du Master droit européen des droits de l'homme. Et lors de cette conférence, il aimerait vous présenter en fait les enjeux juridiques du rapatriement des enfants de djihadistes et aussi insister sur la question de la compétence territoriale de la Cour européenne des droits de l'homme dans cette affaire. Pour commencer maintenant, une question pour vous, Maître Dosé. Pourriez-vous nous expliquer la situation actuelle au sein des camps et les problèmes juridiques majeurs qui se posent à son encontre? Bonjour à toutes et à tous, et merci de m'avoir invité à ce colloque, à cette conférence. Je vais essayer de répondre assez brièvement, mais quand même pour que les choses soient très claires. Actuellement, il reste dans les camps du nord-est syrien environ 200 enfants français, un peu moins de 100 femmes sans mère française, et dans les prisons syriennes, c'est pas la même chose, 60 à 70 hommes, 67 je crois, est le chiffre précis. Donc voilà, 200 enfants français, 100 femmes, et dans les prisons, un autre endroit du nord-est syrien, notamment celle qui a été attaquée il n'y a pas très longtemps par Daesh, des combattants étrangers, européens, des hommes européens étrangers qui ont appartenu à Daesh. Alors, au départ, les femmes et les enfants étaient répartis dans 3 camps. Le camp d'Ain Issa, au nord-est syrien, le camp d'Alol et le camp de Roj. Tous ces camps sont au nord-est syrien. Et le nord-est syrien, ça n'est pas un État. C'est une administration autonome, autoproclamée. On appelle ça l'AANES. C'est-à-dire que ce sont les Kurdes qui ont décrété que cette partie de la Syrie était désormais la leur. Mais ça n'est pas un État souverain. Ça n'est pas reconnu. Ça a son importance, notamment sur la situation juridique à laquelle vous faites référence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les juger là-bas, puisque ce n'est pas un État souverain. Et qu'à partir de là, les Kurdes eux-mêmes disent « mais reprenez ces femmes et ces enfants, et ces hommes aussi, puisque de toute façon, on ne peut pas les juger, on ne veut pas les juger. D'abord, c'est dangereux de les laisser dans une zone comme celle-là, vous participez à l'insécurité sur place, mais de surcroît, nous ne sommes pas un État, nous ne pouvons pas les juger. » Donc c'est important de le savoir. Et c'est le premier point sur la situation juridique et judiciaire. Sur le reste, ces femmes sont évidemment détenues sans droit ni titre. Ça s'appelle une détention arbitraire. Vous êtes juriste, peut-être futur avocat. C'est une détention arbitraire. Elles n'ont jamais rencontré un juge. Elles ne peuvent pas être judiciarisées là-bas. Elles sont par contre judiciarisées dans un seul pays, la France. Et depuis l'instant où elles sont parties. En France, il existe en droit pénal une infraction qui s'appelle l'association de malfaiteurs à caractère terroriste qui permet de réprimer ne serait-ce que la simple idée d'aller en Syrie, ou la tentative d'aller en Syrie, ou le fait d'être allé en Syrie, ou d'être en Syrie. Mais en tout cas, chacune de ces femmes fait l'objet d'un mandat d'arrêt international d'un juge d'instruction antiterroriste français et l'objet d'une instruction criminelle antiterroriste. C'est-à-dire qu'il y a des juges qui travaillent tous les jours depuis leur départ, donc depuis le 2013-2014, qui accumulent les preuves contre elles. Et en même temps, on a un pouvoir politique qui dit « bah oui, mais on ne veut pas les juger ». Donc on est en train de payer des juges à rien faire depuis 8 ans. Mais il faut aussi, à un moment donné, dire les choses très clairement. Je reviens sur les enfants. Plus exactement, j'en termine. Après, il faut que d'autres choses soient dites. Et je reviens sur le titre de votre colloque. Enfants de djihadistes, ce ne sont pas des enfants de djihadistes. Ou alors, vous les marquez au fer rouge. On n'a pas parlé des enfants des collaborateurs. On n'a pas parlé des enfants de Pétain. Ils n'ont pas choisi d'être les enfants de parents qui, à un moment donné dans leur vie, ont choisi le pire. Ce sont des enfants français qui sont doublement victimes du choix de leurs parents et du choix de leur pays qui est de les abandonner là-bas. Parce que je vais jusqu'au bout de votre titre. Enfants de djihadistes dans l'accueil. Non, la France ne les accueille pas, elle refuse de les accueillir. Elle refuse de les accueillir. Le cas par cas, c'est un fait du prince. Et j'en sais quelque chose. Puisque moi, j'ai été reçue à l'Élysée plusieurs fois sur cette question-là, et je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à un moment donné, on décide, toi, t'es sauvé, toi, par contre, tu crèves. Toi, tu restes dans le camp, et toi, je te sauve. Sur des critères qui sont complètement opaques. Parce que, voyez-vous, moi, je défends encore 6 orphelins dans les camps qui ne sont pas rapatriés. Parce que c'est des orphelins qui sont un peu trop grands.
Ça fait pas très propre. Quand ils commencent à avoir 12, 13, 14 ans, c'est trop grand, ça fait pas assez vulnérable. Donc ils ont été emmenés par leurs parents quand ils avaient 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ils sont dans les camps depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans parfois. Mais bon, ben voilà, on considère que non, pas toi. C'est ça, le cas par cas. C'est-à-dire que ça échappe à tout contrôle et c'est un fait du prince. De surcroît, 35 enfants seulement ont été rapatriés, plus aucun enfant depuis 1 an, depuis janvier 2020. Et vous l'avez rappelé, c'est la Belgique, l'Allemagne, le Danemark, la Suède, la Finlande, tous ces pays qui, eux, ont décidé de réaliser des opérations de rapatriement en disant ça suffit. D'accord ? Et je reviendrai après, parce que la question se posera, sur la séparation des enfants et des mères. Mais voilà, gardons ça en tête. La France s'isole de plus en plus dans une position qui n'a strictement rien de juridique, qui est irresponsable d'un point de vue sécuritaire. Je rappelle que Daesh a appelé à 3 reprises ses combattants et ses cellules dormantes qui ne dorment absolument pas à libérer ses femmes et ses enfants. Donc elles sont dans le camp et moi je les ai au téléphone toutes les nuits, c'est on va crever, Daesh va venir nous reprendre, plutôt mourir que ça, en tout cas la plupart d'entre elles. Et on a donné la preuve en attaquant, la semaine dernière encore, enfin il y a 10 jours, une prison pour repeupler cette organisation terroriste. Donc c'est irresponsable d'un point de vue sécuritaire, juridiquement ça ne tient pas. On veut qu'elles soient jugées au plus près des actes qu'elles ont commis. Mais enfin, l'association de malfaiteurs à caractère terroriste, elle commence ici. Là-bas, on ne peut pas les juger. Il n'y a pas de tribunal pénal international, il n'y en aura jamais, sauf à faire rire pas mal de professeurs de droit. Et puis, de surcroît, ça n'est pas possible. C'est tout. C'est comme ça. Donc, on ne veut pas l'entendre, on ne veut pas le comprendre. On préfère surfer sur une vague populiste qui fait qu'on transforme ces enfants et ces femmes en martyrs. Et moi qui suis pénaliste, et j'en termine définitivement, je sais à quel point Daesh applaudit cet effondrement de notre état de droit et nourrit son discours. On est en train d'en faire des femmes et des enfants sacrifiés, des martyrs, et Daesh n'en attendait pas tant. C'est ça la difficulté. Parce que quand on va dans les prisons aujourd'hui et qu'on dit à quelqu'un « non mais ça suffit, hein, vous arrêtez un peu là avec la France, elle est anti-musulmane, etc., stop », il répond « et c'est quoi votre état de droit là, celui qui fait crever 200 enfants innocents dans les camps, c'est ça ?» Voilà ce qu'on leur offre finalement. Ces enfants, ces parents, ces gens sont partis, parfois mineurs d'ailleurs, hein, des femmes sont parties à l'âge de 12, 13, 14 ans, parce qu'ils étaient dans la défiance de leur institution, et nous, on leur répond défiance de nos institutions aussi. On a le système judiciaire pénal répressif le plus dur d'Europe, et en même temps, le message que l'on porte, c'est on ne veut pas les juger. À quoi ça sert ? À quoi ça sert de s'être doté et de continuer de se doter d'outils répressifs très forts en matière terroriste si c'est au final pour dire ben non, on les laisse là-bas périr à petit feu. Donc c'est un scandale sur tous les registres. Il n'y a rien à sauver dans cette histoire. Merci beaucoup. Monsieur Laferrière, au-delà du simple geste de responsabilité humanitaire, vous pensez que le rapatriement et le jugement des femmes de djihadistes actuellement bloquées dans les camps en Syrie serait bénéfique d'un point de vue sécuritaire ? Vous expliquez notamment qu'en jugeant ces femmes, elles ne pourraient pas nourrir la nébuleuse djihadiste. Outre le devoir humanitaire, quels seraient les autres effets bénéfiques du rapatriement, selon vous ? Merci et bonsoir à toutes et tous. Très heureux d'être parmi vous. À une place où j'ai dû, effectivement, il y a de longues années maintenant, avoir un rôle équivalent, enfin pas le même rôle, mais effectivement du même côté. Alors, une partie de la réponse à votre question est dans votre question, et une autre partie, Marie a donné la réponse, mais je vais quand même essayer de m'exprimer. D'abord, vous l'avez dit, au-delà des raisons humanitaires, parce que la première raison, elle est humanitaire. On est dans une situation aujourd'hui où tout simplement la France abandonne ses enfants. La France abandonne des enfants français dans des camps au Kurdistan syrien. Il faut quand même avoir bien ça en tête. C'est un scandale absolu. Et malheureusement, dans une certaine indifférence. Et donc, voilà, on est quelques-uns avec quelques députés, quelques sénateurs, de plus en plus nombreux. Et évidemment, il y a les avocats, avec Marie en premier lieu, qui appellent les autorités françaises à rapatrier les enfants. Tout simplement
parce que ce sont des enfants français, et Marie l'a bien expliqué, il n'y a aucune raison, bien sûr juridique, mais aucune raison tout court d'abandonner des enfants français dans des camps au Kurdistan syrien. Et puis il y a effectivement une raison sécuritaire. Si cette raison ne suffisait pas, si le sort d'enfant ne suffisait pas, il y a aussi une raison sécuritaire. Et une raison sécuritaire qui est partagée par les spécialistes français de l'antiterrorisme. Ce n'est pas simplement nous qui le disons. C'est qu'à laisser d'abord des femmes dans ces camps, à la merci de Daesh, qui, comme vous l'avez vu, reprend du pouvoir dans les camps, et là, au Kurdistan syrien, eh bien, c'est évidemment un risque important de voir ces femmes s'évader, comme Ayad Boumedienne, la veuve de Koulibaly, qui s'est évadée il y a maintenant plusieurs mois, peut-être même plus d'1 an, qui s'est évadée des camps, et qui a rejoint Daesh. Est-ce que Ayad Koulibaly est moins dangereuse étant évadée et en rejoint Daesh que si elle était dans une prison française? Et Marie vous l'a dit, le système pénal français est beaucoup plus sévère à l'égard de femmes qui ont rejoint effectivement les combats au moment en Syrie que, par exemple, la Belgique, qui, elle, rapatrie. C'est-à-dire que les femmes qui vont rentrer, si on les rapatrie, quand on les rapatriera, eh bien, elles risquent évidemment beaucoup plus de peines de prison qu'en Belgique ou ailleurs. Donc, pour des raisons sécuritaires, il faut rapatrier les femmes, les juger et, effectivement, les condamner aux peines auxquelles elles seront condamnées, parce que j'ai cité Ayad Boumedienne, mais il y en a d'autres qui se sont évadés et d'autres qui peuvent s'évader. Et puis les enfants, effectivement, Marie l'a évoqué également. Qu'est-ce que ça veut dire, au-delà évidemment du devoir sur lequel j'ai essayé d'insister au début, parce que ça me paraît évidemment le plus important, du devoir de sauver des enfants français. Qu'est-ce que ça veut dire que de laisser des enfants dans des camps pendant des années, à la merci de Daesh, qui vont sortir peut-être jeunes adultes? On leur a expliqué que la France les a abandonnés parce qu'ils sont musulmans, parce qu'effectivement, on ne risque pas de les laisser à la merci de Daesh et qui sait ce qu'ils vont devenir. Et donc vous voyez bien que pour des raisons sécuritaires, au-delà de l'obligation de sauver des enfants, il y a une importance à rapatrier. Et puis on pourrait rajouter, j'aime bien rajouter, je crois que c'est important de rajouter l'argument qui est qu'il ne peut pas y avoir d'impunité. Je le dis parce que quand on a interrogé le ministre des Affaires étrangères, on avait interrogé Jean-Yves Le Drian qui effectivement nous avait parlé du cas par cas. Et bon, quand vous posez une question orale à l'Assemblée nationale, une fois que le ministre a répondu, vous ne pouvez pas répondre. Cas par cas, j'aimerais lui dire au ministre, mais c'est quoi le cas par cas? Alors, allez-y, monsieur le ministre, et puis vous allez dire, toi, tel enfant, tu restes là, puis toi, tu peux rentrer. Qu'est-ce que c'est? Les enfants qui ont entre 2 et 6 ans, on va aller dire lesquels doivent rester dans les camps parce que très dangereux pour la société française. Qu'est-ce que ça veut dire? Et au-delà de ça, le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne nous a répondu quand même, il ne doit pas y avoir d'impunité. Mais elle est où l'impunité? Elle est justement dans le fait de ne pas rapatrier, puisque nous demandons justement de rapatrier les enfants et leur mère, et que leur mère soit jugée. L'impunité, c'est aujourd'hui qu'elle n'existe pas. Bon, on laisse des femmes dans des camps, Marie l'a bien dit, il n'y a pas d'état de droit, donc elles ne peuvent pas être judiciarisées, donc c'est aujourd'hui qu'il y a impunité. Donc voilà, la raison sécuritaire, mais je voulais la remettre dans un cadre plus large des 3 raisons essentielles qui nous sont indispensables d'évoquer pourquoi il faut rapatrier. Merci beaucoup pour votre réponse. Une question pour vous maintenant, Monsieur Robert. Quelles mesures judiciaires pouvons-nous espérer être prononcées à l'encontre de la France? Existe-t-il un risque de condamnation de la France par l'Europe à ce sujet? Et surtout, cela serait-il suffisant pour voir la situation évoluer? Alors, merci beaucoup pour cette question, puis surtout pour cette invitation et l'organisation de ce colloque. Je suis une fois de plus impressionné par ce que vous avez réussi à faire en relativement peu de temps. Et puis, je vous remercie d'autant plus que c'est un sujet qui me passionne depuis maintenant longtemps.
Et effectivement, si on se décale sur le terrain juridique, effectivement, tout ce qui a été dit auparavant, il est évident que d'un point de vue rationnel, il faudrait rapatrier ces enfants. C'est une question de raison, avant même peut-être une question de bons sentiments ou je ne sais quoi. C'est qu'il n'y a aucune bonne raison de les laisser là-bas. C'est kafkaïen que de dire on attend qu'un État qui n'existe pas juge, ou de dire qu'il faut mieux qu'ils soient là-bas et qu'ils s'échappent pour revenir avec des intentions qui sont sans doute pas forcément très bonnes le jour où ils auront réussi à le faire. Mais au-delà de ça, la question c'est que peut faire le juriste, que peut le droit face à une telle situation. Et là, le problème, c'est que je pense que ça fait partie de ces situations qui sont aux confins du droit. C'est-à-dire que c'est avant tout un problème politique, un enjeu de civilisation. Est-ce qu'aujourd'hui, on accepte ou pas d'abandonner des enfants? Est-ce qu'on va privilégier une question sécuritaire, alors même qu'on sait qu'en plus l'argument n'est pas bon, mais quand bien même il le serait, est-ce que c'est ça la société dans laquelle on veut vivre? Et donc le juriste, il se débat au milieu de ça et il se prend beaucoup de murs. Et en particulier parce que le premier moyen auquel on a pensé, évidemment, c'était de demander ce rapatriement, en essayant de demander au gouvernement de procéder à celui-ci. Et ça, le problème, c'est que ça a été jugé par les juridictions françaises et jusque devant le Conseil d'État en 2019, qui a considéré que comme l'action de rapatrier ou de ne pas rapatrier n'était pas détachable des relations diplomatiques de la France, enfin des affaires étrangères de la France, alors c'est un acte de gouvernement. Et comme vous maîtrisez parfaitement votre cours de droit administratif de 2e année, vous savez que ces actes de gouvernement, on ne peut pas les contester devant le juge administratif qui se reconnaît incompétent. Donc ça pose déjà un vrai problème d'état de droit sur l'accès à un tribunal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, aucun tribunal en France n'accepte de connaître de cette question et de discuter du fond des arguments, savoir est-ce qu'il y a une violation des droits fondamentaux de ces enfants, et puis de leur mère d'ailleurs, en les laissant dans les camps. Alors c'est pour ça qu'on a envisagé à ce moment-là de saisir des juridictions ou quasi-juridictions internationales. Alors ici, on a fait feu de tout bois avec les comités onusiens. Il me semble qu'il y en a 2, le comité contre le droit de l'enfant et le comité contre la torture qui ont été saisis. On en reparlera sans doute, mais ce qui est intéressant avec le comité des droits de l'enfant, c'est qu'il a rendu une décision considérant que la requête était recevable, et c'est sans doute le principal enjeu d'un point de vue juridique. Et puis la Cour européenne des droits de l'homme, bien sûr, on y pense immédiatement. Les voies de recours internes ont été épuisées. Et ici, ça va poser la question qu'on abordera sans doute, puisque ici, Marie-Dosé a plaidé le dossier directement devant la Grande Chambre, donc elle sera bien mieux placée que moi pour détailler les arguments énoncés. Mais ici, le principal enjeu, c'est de se demander si la France exerce bien sa juridiction sur les femmes et les enfants concernés, avec cette difficulté qu'on se situe à plusieurs milliers de kilomètres du territoire français, qu'en principe, la juridiction d'un État, au sens de la jurisprudence constante de la Cour, est d'ordre principalement territorial. Donc un État, par principe, n'est responsable que des violations qui seraient commises sur son territoire. On sait cependant qu'il y a des exceptions à cette compétence essentiellement territoriale, que jusqu'à présent, la jurisprudence de la Cour ne permet pas d'appréhender la situation de ces enfants. On n'a pas de décision comparable. On peut simplement essayer de déduire et de faire dire, surtout à la Cour, lorsqu'on est avocat, de la faire évoluer pour qu'elle puisse rattacher ces enfants à la juridiction de la France, pour trouver un lien de rattachement qui permette de justifier qu'on applique la Convention européenne des droits de l'homme, parce que ça, on aura sans doute l'occasion d'en reparler après. À partir du moment où on considère que le droit de la Convention est applicable, ici, il ne fait que peu de doute que manifestement, le nombre de violations est colossal. C'est-à-dire que ces enfants, on leur porte atteinte à leur droit à la vie. Alors, je ne crois pas qu'il y ait d'enfants qui soient décédés, mais il y a au moins une mère qui est décédée il n'y a pas longtemps. Il y a eu un enfant français au tout début qui venait du camp d'Alol et une mère il y a très peu de temps, dont je m'occupais d'ailleurs. Tout à fait. On a évidemment une violation de l'article 3 et les situations dans ces camps. Si ces camps avaient lieu existaient dans n'importe quel État européen, cet État serait immédiatement condamné à minima pour traitement inhumain, voire pour acte de torture. Et puis ensuite, une violation de l'article 5, ils sont privés arbitrairement de leur liberté. Et enfin, on a évidemment cet argument, il me semble, qui a été utilisé aussi, sur l'interdiction de bannir ces nationaux et l'obligation d'accueillir sur son propre territoire ces nationaux, article 3 du protocole 4, un peu
article un peu méconnu de la Convention, qui n'a pas été utilisé beaucoup de fois, à part par des familles royales qui avaient été bannies de leur État, comme la famille de Savoie en Italie. Et donc se pose la question de savoir est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une obligation positive pour l'État, non seulement donc une obligation négative de ne pas interdire son territoire, mais une obligation positive de favoriser le retour sur le territoire. C'est ces questions auxquelles répondra la Cour, à la condition néanmoins qu'elle ait au préalable établi sa compétence. Oui, si je peux rebondir, parce que c'est intéressant. La France, quand on a plaidé devant la Cour européenne, parce que j'ai plaidé aussi avec mon confrère Laurent Petiti, qui est spécialiste des questions européennes, et il a eu la gentillesse de m'accompagner dans ce combat, mais la France n'a jamais essayé de dire que ces enfants n'affrontaient pas des traitements inhumains et dégradants. Elle n'a jamais dit non plus que la France ne violait pas les dispositions de la Convention. Elle botte en touche en jouant exclusivement sur la recevabilité et en disant on n'a pas juridiction. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que, vous l'avez dit, le Comité international des droits de l'enfant a jugé cet argument irrecevable et a considéré que nos plaintes étaient recevables. Mais l'exercice de juridiction, dans la jurisprudence récente de la Cour, c'est pas seulement exercer un pouvoir dans un État, c'est pas ça. Nous, ce qu'on est arrivé à prouver, c'est que la France faisait ce qu'elle voulait, et d'ailleurs, elle choisit les enfants qu'elle rapatrie. Donc, elle exerce bien un pouvoir et une juridiction sur ces camps. Il faut quand même comprendre, le choix de la France, il ne peut pas être « nous ne pouvons rien faire ». Ces camps se situent dans un no man's land juridique, nous n'avons pas de représentants diplomatiques et à partir de là, nous n'exerçons pas un pouvoir, tout en l'exerçant, effectivement, parce qu'ils l'exercent, le pouvoir. Et tu en sais quelque chose. Quand nous sommes allés là-bas, avec toi, mais d'autres députés, et moi j'y suis allée seule, mandatée par Avocats sans frontières et le bâtonnier du barreau de Paris, on ne rentre pas parce que la France refuse qu'on entre dans les camps. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais vous êtes trompés. On est allé dans d'autres camps. On a été au Kurdistan irakien voir des camps, notamment de victimes, yézidis, etc. Mais le camp où se trouvent les enfants français à Rojde, c'est interdit. Des grands-parents se sont rendus à Rojde avec d'autres grands-parents européens. Les grands-parents européens sont rentrés, les Kurdes ont arrêté les grands-parents français en disant « hors de la France, vous ne pouvez pas rentrer ». Et à part ça, elle n'exerce pas juridiction. Moi, je vais vous dire, je vais vous raconter une histoire qui est très simple. Il y a une femme un jour qui rentre dans le camp, elle a 2 enfants. Elle dit aux Kurdes, voilà, ça c'est ma fille et ça c'est mon fils. La réalité, c'est que cette petite fille, ce n'était pas la sienne. Cette petite fille, c'était une orpheline qu'elle a recueillie quand elle avait 6 mois. Et elle l'élève depuis toujours. La gamine avait 4 ans quand elle est rentrée dans le camp et son fils avait 2 ans. Elle m'appelle une nuit et elle me dit « J'ai compris que la France acceptait peut-être de rapatrier certains orphelins. Je ne peux pas. Je peux pas ne pas laisser une chance à cette petite fille. Elle pense que je suis sa mère. Moi, je la considère comme ma fille, mais si elle a une chance d'être rapatriée parce qu'elle est orpheline, aidez-moi. » J'ai demandé à la France, aux autorités françaises, au Quai d'Orsay et à l'Élysée, de rapatrier cette petite fille. On n'a pas dit à ceux qui les détiennent, c'est-à-dire aux Kurdes, que ce n'était pas son enfant, parce qu'on ne savait pas si la France allait venir la chercher ou pas. Quand la délégation française est arrivée pour arracher cet enfant à sa mère adoptive, mais les Kurdes disaient « mais ça ne va pas, non, nous on n'arrache pas les enfants aux mères ». Mais la France fait ce qu'elle veut. La France est arrivée, elle savait quelle tante, elle savait quel enfant, je lui avais donné l'information, et cette gamine est rentrée. Alors évidemment, pour l'aide sociale à l'enfance et pour l'histoire de France, sa maman est morte, regarde la photo de ta maman, mais pour elle, sa maman est dans une tente avec son petit frère. Ça aussi, c'est ça de rapatrier les enfants sans les autres. Ils ont une histoire là-bas, on fait comme s'ils n'en avaient pas. Mais c'est très compliqué, ça aussi, ensuite, lorsqu'ils rentrent. Mais de toute façon, ils ne rentrent plus. Mais tout ça pour vous dire que l'exercice de juridiction, il est clair. Lorsque la dernière fois que ces personnes, cette délégation étrangère est allée chercher des enfants dans le camp Rojde, c'était en janvier 2021, il y a plus d'1 an. J'avais alors demandé une 30aine de fois le rapatriement, je ne vais pas donner son vrai nom, donc c'est toujours compliqué, je note des faux noms pour essayer de m'en sortir, le rapatriement de Maya, qui était mourante depuis 2 ans, 3 ans.
En tout, j'ai demandé 42 fois son rapatriement sanitaire et j'ai terminé toujours mes demandes de rapatriement par « si vous la laissez là, elle va mourir ». Bon. En janvier 2021, lorsqu'il passe près des tentes pour aller chercher les enfants qu'ils choisissent, il passe à côté de la tante de Maya, qui est en train de mourir avec sa petite fille qui a alors 5 ans et qui la voit agoniser depuis 2 ans. Et ils repartent sans elle. Ils font le choix, et d'ailleurs je l'ai écrit, et ils ne l'ont pas contesté, de la laisser mourir dans cette tente. Elle est effectivement morte. Et quand elle meurt, et quand ils sont passés à côté de cette tente et que j'ai saisi la Cour de justice de la République, parce que j'ai aussi essayé, on est sur une omission de porter secours, c'est délibéré, la faute pénale est caractérisée. J'ai expliqué ça. J'ai dit, vous le saviez, et vous avez fait le choix de la laisser mourir. Désormais, elle est morte. Bon, tout ça pour vous dire que sur l'exercice de juridiction, la France essaye de jouer le coup de l'épouvantail. Devant la Cour européenne notamment, attention, mesdames et messieurs les juges, vous imaginez, si vous ouvrez cette boîte de Pandore, ça va être catastrophique, on risque tous d'être un jour responsables de la situation des Français dans n'importe quel... Enfin, est-ce qu'on imagine ici, là, maintenant, tout de suite, le caractère parfaitement exceptionnel de la situation ? Dans l'histoire de France, quel précédent ? Dans l'histoire de l'Europe, quel précédent ? Il n'y en a pas. Et pour l'instant, ceux qui payent le prix fort de tout cela, ce sont des enfants. Quelques chiffres quand même. En 2021, il y a plus de 330 femmes et enfants étrangers qui ont été rapatriés dans leur pays. Sur ces 330 femmes et enfants étrangers, il y a 97 femmes et enfants européens. Sur ces 97 femmes et enfants européens, il y a 7 enfants français. Ça, c'est 2021. Alors que la France, représente le plus gros contingent de départ sur zone. Donc, voilà, je veux dire, l'exercice de juridiction, la France prouve qu'elle exerce sa juridiction dans un sens élargi et qui correspond finalement à la jurisprudence récente de la Cour européenne. C'est ce que nous avons plaidé. D'ailleurs, vous pouvez regarder les plaidoiries sur Internet. C'est intéressant de voir aussi comment la France se défend de tout ça. Mais lorsque la France dit « oui, Maître Dosé a raison, c'est vrai que nous n'avons rapatrié personne depuis janvier 2021, ce qui prouve que ces opérations sont extrêmement dangereuses », mais c'est une blague. 3 semaines avant, la Belgique avait rapatrié des dizaines et des dizaines de ses ressortissants. Mais ça aussi, ils vont même jusqu'à dire on ne peut pas rapatrier, c'est trop dangereux. Vous comprenez, les militaires, on ne va quand même pas les exposer, je ne sais pas moi, un risque sur une zone de guerre pour sauver des enfants innocents. Enfin, les militaires, c'est pas fait pour ça, c'est vrai. Mais ce qui est étrange, en plus de cette absurdité, c'est que c'est dangereux pour la France, mais pas pour la Belgique, pas pour la Finlande, pas pour la Suède, pas pour les États-Unis. Tout le monde rapatrie, sauf la France, parce que pour la France, c'est dangereux. C'est l'exception française. C'est pas que l'exception française culturelle, vous voyez. Donc tout ça, c'est vraiment absurde. Et ça ne tient pas debout. Dernière chose, juridiquement, moi je veux bien qu'à un moment donné, on signe des conventions pour ne pas les respecter. Mais la Convention internationale des droits de l'enfant, elle est violée. Et vous l'avez dit, professeur, elle est violée. Mais sur 2, 3, 4, 5 dispositions. Et c'est complètement assumé. Là, je suis désolée, mais le Comité international des droits de l'enfant a dit vous êtes recevable. Et la conséquence, c'est quoi ? La conséquence, c'est quoi ? C'est rien. Donc on attend sur le comité contre la torture, parce que c'est le comité contre la torture qu'on a également saisi. Et puis on verra bien. Mais si la Cour européenne nous donne raison, si elle considère qu'effectivement l'article 3 a été violé, le droit à un recours effectif a été violé, que le protocole a été violé, et que la France persiste dans cette inertie coupable, mais à quoi cela sert de signer des conventions, si c'est pour ne pas les respecter ? Donc je crois qu'à un moment donné, aussi, il va falloir faire gagner l'état de droit. Dernière remarque. C'est complètement irresponsable de faire croire que les femmes les plus dangereuses qui restent là-bas, il ne faut surtout pas les rapatrier parce qu'elles sont plus dangereuses là-bas qu'ici. On oublie que les attentats ont été fomentés là-bas. Enfin, on oublie. On veut nous le faire oublier. C'est complètement dingue. Et puis moi, vous savez, je suis en train de me dire une chose. Quelle histoire de France on est en train de fabriquer pour ces enfants ? Quand ils auront 10 ans, 15 ans, quand ils auront 15 ans, 20 ans, qu'est-ce qu'on va leur expliquer ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur dire ? C'est vrai, tu as passé 5 ans, 6 ans, parce que, attention, moi je défends des enfants qui sont arrivés en 2017, on est en 2022. Tout n'a pas commencé en mars 2019 au moment de la chute de Baghouz. Il y a des femmes qui se sont rendues avec leur môme
dès 2017. La première grand-mère qui vient à mon cabinet, c'est en 2018. 2018. Et elle, je vous jure que c'est vrai. Elle vient me voir, elle me dit, voilà, ma fille est dans un camp avec mes 2 petits-enfants, ils ont 6 mois et 18 ans, et 18 mois, est-ce que 6 mois et 18 mois, est-ce que vous acceptez de nous défendre? Et je lui réponds, mais madame, vous n'avez pas payé un avocat pour ça, c'est ridicule. Vous plaisantez ou quoi? Enfin, je peux vous aider à rédiger une lettre au Quai d'Orsay et à l'Élysée, comme ça, ce sera recensé, mais évidemment qu'ils vont les rapatrier. Enfin, je lui ai répondu ça, 4 ans plus tard, on y est encore. Et les gamins ont 5 et 6 ans. Mais ce qui est fou, c'est ça, quoi. C'est que ces enfants, quand ils auront 15 ans, on ne pourra rien leur expliquer. On ne pourra pas leur dire « t'as pas été rapatrié parce que c'est pas possible ». On ne pourra pas leur dire « t'as pas été rapatrié parce que tu comprends, la France n'y arriva pas ». Non. Il va falloir leur expliquer qu'on a fait le choix de les laisser périr dans des camps pour contenter une certaine opinion publique. Parce que je le répète, mais c'est important quand même de le redire, tout était prévu. Tout le monde devait être rapatrié. En mars 2019, le plan de rapatriement, il existe. Pas seulement pour les femmes et les enfants, pour les hommes aussi. Ne l'oublions jamais. Et ce n'est pas moi qui le disais, c'est Édouard Philippe à l'époque. Édouard Philippe qui expliquait tout combattant terroriste va être rapatrié, sera judiciarisé comme nous l'avons toujours fait. On ne peut pas prendre le risque d'une dispersion dans la nature. On ne va pas avoir 50 solutions. Soit on les rapatrie parce qu'on considère qu'il vaut mieux qu'ils soient sous contrôle français, soit ils s'évaporeront avec les risques que ça suscite. Ça, c'est Belloubet plus Édouard Philippe. Est-ce qu'on préfère qu'ils soient dispersés, qu'ils rejoignent les rangs de Daesh ou qu'ils partent dans un autre pays pour continuer à fomenter de tels actes? Donc, en février-mars 2019, au moment de la chute de Baghouz, tout est prévu. Il y a même le plan de rapatriement avec les 2 avions américains. Toi, tu vas dans le numéro 1, toi, tu vas dans le numéro 2. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il y a eu une fuite de BFM. BFM TV a fuité l'information. Pour des raisons de sécurité, il a fallu reporter. Et puis, deuxième étape, on va sortir un sondage avec les 2 tiers de Français qui disent on ne veut pas qu'ils rentrent. Et ça s'arrête là parce qu'il faut quand même rester populaire. Et puis après, il y a les gilets jaunes. Et puis après, il y a les crises sanitaires. Et puis un quinquennat, c'est très court. Et que comme on est déjà dans la prochaine élection présidentielle, on arrête d'être un peu courageux. Et on laisse tout pourrir comme ça. Donc voilà, je voulais juste vous dire, parce que vous êtes juriste, après j'arrête et je laisse la parole, mais vous êtes de futurs juristes. Ce que je suis en train de faire, moi, avec Hubert, avec des députés, avec des artistes aussi, avec des personnalités, avec des universitaires, nous sommes en train d'essayer de construire une autre histoire de France à ces mômes. Parce qu'il va falloir leur dire un jour, il n'y a pas qu'une seule France. Il n'y a pas que la France qui a dit on veut te laisser crever là-bas. Ce que me disent certaines mères. Mais maître, j'ai quel avenir, moi, dans un pays qui préfère me voir crever là-bas que de me voir rentrer avec mon môme? Ce que me dit un gamin, est-ce que tu as demandé à ma maîtresse? Est-ce que même ma maîtresse, elle ne veut pas que je rentre? Voilà ce qu'on est en train de construire dans la tête de ces gamins-là. Est-ce qu'on a besoin de ça pour retrouver des jeunes gens de 20 ans en place de la République nous tirer dessus? Non mais très franchement, est-ce qu'on n'est pas là en train de fabriquer une défiance qui va peser sur notre sécurité? Voilà. Donc on est juste, nous, juristes, artistes, politiques, en train d'essayer de leur prouver qu'il y a une autre France que celle-là. Merci beaucoup. Et justement, quand on voit à quel point la France est réticente pour rapatrier ses enfants, certains enfants ont été rapatriés, mais dans quelles conditions, quand ils arrivent en France, quelle est leur situation, par qui est-ce qu'ils sont pris en charge, comment ils sont accueillis en France? Je vous pose la question à tous les trois. D'abord, sachez qu'il y a les enfants qui sont rentrés, là, depuis la chute de Baghouz, ce sont des enfants dont les mères ont réussi à s'évader des camps. D'accord? Soit elles se sont évadées du camp d'Alol, il n'y en a quasiment plus des Français à Alol. Soit, quand il y a eu en octobre 2019 l'offensive turque, elles ont été évacuées du camp d'Ain Issa. Ces femmes, elles essayent à tout prix de rejoindre la Turquie avec leurs mômes, parce qu'en Turquie, c'est l'application du protocole Cazeneuve, et bing, elles sont expulsées vers la France. C'est le seul moyen pour elles d'être en France. Alors, elles savent très bien qu'elles vont prendre 10, 15, 20 ans, mais leur souci, c'est de sauver les mômes. Bon. Donc, les femmes qui sont rentrées là sont celles qui ont réussi de s'évader du camp d'Alol, notamment, ou qui ont été évacuées du camp d'Ain Issa, et qui sont rentrées avec leurs enfants en France. Dans l'avion, je vous le dis très concrètement,
Dans l'avion, la maman explique. Voilà, elle explique, elle dit je vais aller en prison, toi tu vas être placé dans des familles d'accueil et on se reverra régulièrement, mais voilà, c'est fini. Il faut juste comprendre une chose. Ces enfants ont vécu en zone de guerre. N'oubliez jamais que les 2/3 de ces enfants avaient moins de 6 ans quand ils sont rentrés dans les camps. Et que certains y sont nés. C'est pour ça aussi que je ne supporte plus, moi, les enfants de Daesh. C'est comme les enfants de djihadistes. Leur souvenir de la Syrie, ce n'est pas Daesh, c'est le camp. Leur enfance, c'est le camp. Leur histoire de la Syrie, c'est le camp. Et donc, c'est l'histoire d'une France qui leur dit « reste là ». Il faut faire attention à ça aussi. Mais en tout cas, ils sont dans le camp avec la mère. La mère leur explique, arrivés à l'aéroport, il y a des éducateurs, il y a des psychologues, et puis il y a des policiers, la DGSI. Et là, on va tranquillement dire à l'enfant, tu vas venir avec nous. On va dire à la maman, vous allez être placé en garde à vue, mise en examen, placé en détention provisoire. On essaye de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Ensuite, les enfants sont en famille d'accueil. Contrairement à la Belgique ne fait pas comme nous. La Belgique, les femmes et les enfants qui rentrent vont dans un hôpital pendant 1 mois. Les familles visitent les enfants et les mères, et à la fin, on décide dans quelle famille, chez l'oncle, la tante ou les grands-parents, va l'enfant. En France, c'est pas ça. On les place tout de suite dans des familles d'accueil qui sont spécialement formées pour cela. Et on va essayer de travailler sur les traumatismes de l'enfant, etc., qui va ensuite voir ses grands-parents et sa famille. Et c'est seulement dans un second temps qu'il sera pris en charge, après des investigations, dans sa famille d'origine. Je me suis déjà un peu battue là-dessus parce que je trouve que c'est souvent trop long. Et j'ai par exemple saisi, ça aussi ça vous intéresse, vous les juristes, j'ai saisi le parquet des mineurs et le juge des enfants en amont, en disant voilà, cet enfant va rentrer. Je vous saisis tout de suite pour que vous fassiez des investigations, des expertises psychologiques sur le grand-père, sur la grand-mère, que les éducateurs aillent voir la maison, que vous ayez des entretiens. Et comme ça, quand il rentre, on saura déjà là où l'enfant pourrait être le mieux. En France, c'est pas possible. C'est pas possible parce que le juge des enfants n'est compétent que lorsque l'enfant rentre. Donc on perd, à mon humble avis, beaucoup de temps. Parce que souvent, l'enfant s'attache à la famille d'accueil et puis ensuite, il y a un nouveau déchirement avec le retour dans sa famille d'origine. Mais bon, s'agissant du lien mère-enfant, eh bien, l'enfant va visiter sa maman en prison, dans des parloirs familles, que je connais très bien, avec des éducateurs et des psychologues. Et on travaille le récit. Pourquoi tu es en prison ? Parce que j'aurais jamais dû partir là-bas. Et combien de temps tu vas ? Je ne sais pas encore, ça va durer des années. Mais tous les 15 jours, tous les 3 semaines, tous les mois, il voit sa mère et quelque chose se construit. Et c'est extrêmement important. Je peux vous dire une chose et j'en termine. Je défends, parce que la France a été le seul État à oser faire ça. Je défends des enfants qui sont rentrés sans les mères. Mieux que ça. Je défends des enfants qui sont rentrés sans le petit frère et la petite sœur qu'on a laissés sous la tente. Voilà ce dont la France est capable aujourd'hui. Convention internationale, intérêt supérieur de l'enfant. C'est-à-dire qu'on les a arrachés à leur mère dans le camp, on les a mis dans un camion, ils sont arrivés en France, ils sont dans des familles d'accueil, et tous les matins, ils se réveillent en se disant ma mère, mon petit frère, ma petite sœur, ils sont dans la tente où j'ai failli crever, est-ce qu'ils sont en vie ou pas, j'en sais rien. Et ils souffrent là où je vais souffrir. Et puis après, ils vont à l'école, liberté, égalité, fraternité, ça va être parfait. Je pense vraiment qu'on est en train de travailler un lien merveilleux avec les institutions et l'état de droit. Tout ça, c'est n'importe quoi, en fait. Tout ça, c'est n'importe quoi. Vraiment. Parce que ces gamins, je sais véritablement pas ce qu'on va pouvoir sauver dans leur histoire. Encore une fois, certains sont là depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils avaient moins de 6 ans en arrivant, certains y sont nés. Ça veut dire qu'ils sont en train de prendre de retard au niveau scolaire. Il n'y a pas de mission humanitaire française dans ces camps. Ils n'ont pas de livres français. Quand nous y sommes allés, Hubert, souviens-toi, on avait tous des livres en français qu'on a donnés, qu'on a balancés comme ça à notre fixeur parce qu'on nous a interdit de rentrer dans les camps. Et le fixeur a mis 3 semaines à rentrer. Et moi, j'avais toutes les nuits, non, le livre, ça doit être pour moi, non, ça doit être pour moi. Non. Ils n'ont rien. C'est normal. Les ONG ne peuvent pas être là constamment puisque ce n'est pas un État souverain. Donc, il n'y a rien et il n'y a pas de mission humanitaire. Merci beaucoup pour votre réponse. Une question maintenant pour vous, Monsieur Robert. On a parlé tout à l'heure du décès d'une Française, du coup, dans un camp en Syrie. Et donc, on aimerait savoir si les décès des ressortissants français au sein des camps peuvent-ils être imputés à la France et est-ce qu'un moyen de réparation peut-il lui être adressé ? Alors, cette question, elle relance en réalité la question est-ce que le recours CEDH va prospérer ou pas ?
Je ne sais pas d'ailleurs si, Maître, vous avez une idée de la date à laquelle l'arrêt ou la décision, malheureusement, sera rendue. Alors là aussi, ils ont accepté l'urgence. Donc c'est le traitement en urgence. Ma saisine, elle date de 2019 pour la première affaire et ils ont joint ma saisine de 2020 à la première. Finalement, je plaide en septembre 2021 et nous n'avons pas de date, aucune indication. Je serai la première informée. Est-ce que ce sera avant ou après les élections présidentielles? Je pose la question parce que je pense qu'ils se la posent et que ça fait partie aussi des contingences importantes. Mais je n'ai aucune indication. Donc en tout cas, lorsque la décision va tomber, donc premièrement, il va falloir se poser la question, est-ce que la France avait juridiction? Est-ce que la Cour est compétente pour trancher cette affaire? Pour développer peut-être un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que a priori non, puisqu'on n'est pas sur le territoire français, sauf si on rentre dans une des exceptions. Les exceptions, jusque-là, elles étaient assez connues, assez claires. C'est soit l'État contrôle le territoire d'un autre État. Bon, cette exception-là, elle paraît délicate, puisque les cas dans lesquels ça a été reconnu, c'est lorsque, par exemple, la Turquie occupe le nord de l'île de Chypre, ou lorsque la Russie occupait la région de Transnistrie en Moldavie. Donc on est ici, il n'y a pas d'occupation militaire française au Kurdistan. Ensuite, soit l'État contrôle directement les individus. Là, c'est pareil, on pourrait essayer de le plaider, mais c'est un peu compliqué, parce que jusqu'à présent, c'était vraiment... voilà, vous êtes sur un bateau où il y a des militaires français qui... se mettent devant les cabines des marins et qui sont avec leurs FAMAS et qui contrôlent directement ces personnes qui n'ont plus aucune liberté de mouvement. Là, ici, en tout cas officiellement, et évidemment, c'est officiellement à son importance, ce ne sont pas les militaires français qui gèrent les camps kurdes. D'accord ? Donc ensuite, il faut essayer de trouver un autre facteur de rattachement. Moi, j'en avais proposé un dans un article qui était l'idée d'un contrôle sur une situation déterminée, qui d'ailleurs reposait en partie sur les travaux de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, du Défenseur des droits, qui ont tous considéré dans des actes qui ne sont pas juridiquement contraignants, mais notamment dans une lettre adressée au Premier ministre par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui est assez éloquente. Ici, on ne peut pas la soupçonner. Ce n'est pas l'avocate des familles qui écrit ça, c'est une institution prévue, comme le Défenseur des droits, qui est indépendante, et qui ont estimé qu'on pouvait fonder le rattachement sur le fait que dès lors que la France, si elle le souhaite, parvient à rapatrier, que les Kurdes demandent le rapatriement, et dès lors qu'il n'y a aucun obstacle véritable à ce rapatriement, alors on peut considérer que la France contrôle la situation. D'ailleurs, elle l'a montré, lorsqu'elle veut rapatrier, au cas par cas, elle rapatrie, lorsqu'elle ne veut pas le faire, elle ne le fait pas. On sait par ailleurs aussi qu'il y a des liens entre les FDS et la France, qui ont été soutenus politiquement par la France, qui ont été reçus par, c'était le Premier ministre ou le Président de la République à l'époque, qu'il y a un financement, qu'il y a des armes qui ont été vendues aux Kurdes par la France. Donc ici, on voit un lien et cette idée de contrôle sur une situation. L'autre possibilité pour fonder le rattachement, c'est issu d'une jurisprudence assez récente de la Cour dans l'affaire MN contre Belgique, voilà, c'est ça. Où ici il était question, d'ailleurs la situation est assez... c'est complètement différent en termes de faits, mais on retrouve en réalité une problématique générale. On parle de Syriens qui ont fui vers le Liban et qui demandent un visa humanitaire, c'est-à-dire le droit de venir en Belgique pour y demander l'asile. Ils vont intenter une procédure en Belgique, on va leur refuser ce visa humanitaire, et quand ils vont saisir la Cour, on va se poser la question de savoir est-ce que la Belgique avait juridiction sur ces personnes qui se trouvaient au Liban. Et la Cour va se déclarer incompétente, donc ça, on pourrait dire que ça ne va pas trop dans notre sens. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle va dire la chose suivante. Un des arguments, c'était de dire le seul fait qu'ils aient entamé une procédure en Belgique, est-ce que ça suffit, une procédure judiciaire en Belgique, est-ce que ça suffit à fonder la compétence de la Cour? Et ce que nous répond la Cour européenne des droits de l'homme, c'est non, en précisant notamment parce qu'ils n'ont pas la nationalité, il n'y a aucun facteur de rattachement. Ils n'ont jamais vécu en Belgique, ils n'ont pas la nationalité. Donc, par un raisonnement à contrario, on pourra en déduire que dès lors qu'une personne française avec la nationalité française qui a vécu en France demande son rapatriement auprès des juridictions françaises, alors cette fois-ci, le fait d'avoir saisi une juridiction pourrait, à contrario de l'affaire MN, fonder la compétence de la Cour. C'est ça qu'on attend un petit peu. Ensuite, moi... peut-être que c'est une vision un peu angéliste, je pense que le gouvernement, un temps, a vraiment eu l'intention de les rapatrier, comme en témoigne le plan,
qu'il ne l'a pas fait principalement pour des raisons politiques, parce qu'il avait peur de se faire taxer de laxisme et par toute une série d'opposants politiques qui, aujourd'hui, occupent une bonne part du débat public. Et puis, qui, du coup, je pense, aimerait peut-être bien que la Cour européenne des droits de l'homme considère qu'elle est compétente et les condamne. Parce que d'un, on peut reprocher beaucoup de choses à la France, mais de manière générale, le taux d'exécution des arrêts de la Cour ODH par la France est plutôt très bon. La France fait ce qu'il faut pour se mettre en conformité avec ses obligations vis-à-vis de la Convention européenne des droits de l'homme. On ne pourra peut-être pas dire tout à fait la même chose vis-à-vis des comités onusiens, mais parce que ces comités ne sont pas des juridictions, leurs décisions n'ont pas de caractère obligatoire, contrairement aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc je pense qu'en fait la France attend que ça. Elle attend, éventuellement, c'est encore mieux si ça tombe après les élections, comme ça ne rentre pas dans le débat pour les élections. Elle attend qu'une chose, c'est de se faire condamner et de dire là je rapatrie, mais c'est parce que je n'ai pas le choix. Vous voyez, moi j'ai tenu la ligne, j'ai voulu protéger les Français, et là cet affreux juge de la Cour de Strasbourg m'oblige à le faire. Bon, je suis obligé, je le fais. Je pense que c'est peut-être la porte de sortie, à mon avis, ce qui est assez terrible, mais bon. Oui, répondre politiquement, parce que ça en dit beaucoup quand même. Parce qu'on y a pensé, nous, évidemment. Et je continue parfois de le penser et presque de l'espérer. C'est ça le plus terrible, Hubert. C'est que je finis par espérer. Moi, vous avez peut-être vu l'appel qui est paru dans Le Monde il y a quelques mois maintenant. Ça passe vite. Bon, j'avais fait un peu le boulot d'aller chercher les parlementaires, puisqu'on en voulait au moins 150, et on les a trouvés. Il y en a beaucoup, il n'y avait pas besoin d'aller très loin pour les convaincre, d'autres un peu plus. Et ce qui est terrible, c'est que ceux qui ne veulent pas signer n'ont pas d'argument, en fait. Mais il n'y en a pas. Ils n'ont pas d'argument. Et Marie pourrait vous raconter, elle n'a pas osé, mais que dans les cabinets ministériels et à la présidence de la République non plus, ils n'en ont pas. C'est simplement la peur de l'opinion. C'est tout. Et la peur, effectivement, de donner des arguments à une partie de la classe politique. La peur des fantasmes et le manque de courage d'affronter cela. Vous vous rendez compte quand même que 200 enfants, c'est 10 classes, quoi. Oui, et encore. Parce qu'il y a à la fois la peur de l'opinion, la peur d'affronter on va accueillir des terroristes en puissance, et puis la peur d'affronter l'argument que on n'a pas les moyens de prendre en charge 200 gamins, 10 classes de primaire. Absolument hallucinant, quoi. Et tout à l'heure, Marie racontait comment... moi, j'y suis allé 2 fois au Kurdistan. Donc, une fois, on y est allé avec Marie et 3 collègues députés, enfin 2 députés européens, ma collègue Frédéric Dumas. Et puis, j'y suis retourné au mois d'octobre dernier avec des avocats, des frères et consoeurs de Marie. Et la première fois, effectivement, on était donc au Kurdistan irakien, et donc on est effectivement allé au Kurdistan syrien, là où il y a les Roches et Alol. Pardon. Et on a effectivement été bloqué à la frontière. On a été invité à déjeuner au poste frontière par l'équivalent du ministre des Affaires étrangères du Kurdistan syrien, du Rojava, qui a cherché à nous cacher un peu la vérité, et il a fini, parce qu'on ne le lâchait pas, il a fini par nous lâcher, qu'il avait un peu envie de garder de bonnes relations avec la France, et c'est pour ça qu'il ne nous le laisserait pas passer. Moi, une fois rentré, effectivement, je suis allé voir le cabinet de Le Drian, et ils ont reconnu qu'ils avaient donné, ils m'ont pas dit oui, on a donné instruction. Ils ont fait mais t'es complètement dingue, vous êtes des inconscients, donc ça voulait dire que clairement ils avaient donné les instructions de ne pas nous laisser passer. Puis quand on y est retourné en octobre, cette fois on a réussi à rentrer au Rojava, donc au Kurdistan syrien, ce qui nous a valu d'ailleurs des rencontres passionnantes, mais il n'était évidemment pas question à nouveau d'aller dans les camps. Donc il y a clairement une volonté du pouvoir, si vous voulez, de faire que ces enfants soient le plus invisibles possible. On ne va pas laisser des parlementaires avec des avocats rentrer dans des camps, revenir faire une conférence de presse et alerter l'opinion française sur le fait que la France, le gouvernement français, abandonne des enfants français. Le pouvoir ne veut pas de ça. Il veut absolument qu'on parle le moins possible de cette situation. Et c'est pour ça qu'on ne nous a pas laissé rentrer dans les camps
on alerte quand même l'opinion, hein, tant qu'on peut. Mais si je peux rebondir sur ce que tu dis, Hubert, non seulement des avocats, non seulement des députés, mais jamais un médecin français, jamais un pédopsychiatre n'a été missionné pour évaluer ses enfants. Enfin, c'est quand même complètement fou, quoi. En Suède et en Europe du Nord, il y a eu beaucoup de pédopsychiatres, de pédiatres qui sont allés examiner ces enfants. Mais pas en France, rien, strictement rien. Je reviens sur le manque de moyens. Parce qu'on essaye de dire ça. Vous vous rendez compte, en France, on manque de moyens. Mais encore une fois, ce que je ne comprends pas, c'est tout le mal qu'on se donne pour adopter des législations de plus en plus répressives dans le domaine antiterroriste pour finalement dire non, en fait, elles sont trop dangereuses, on ne peut pas les juger. Il y a un quartier de prise en charge de la radicalisation, ça s'appelle un QPR, à la maison d'arrêt des femmes de Rouen. J'y suis allée encore la semaine dernière. Il vient d'ouvrir une lettre d'une des détenues qui m'écrit franchement, ici, c'est formidable, il y a plein de psychologues, il y a le référent cultuel, on n'arrête pas, mais il n'y a personne, quoi. Oui, il n'y a personne, elles sont là-bas. Mais à quoi ça sert d'ouvrir des QPR si c'est pour dire on peut pas, on les laisse là-bas. Alors, quand je suis reçue à l'Élysée, c'est « Attendez, maître, les prisons en France sont des foyers de radicalisation terribles. » Non, c'est vrai que le camp Roche, c'est pas du tout un foyer de radicalisation. Mais alors, pas du tout. Je veux dire, le camp Roche et le camp Allol, à côté de Fleury-Mérogis et de Fresnes, mais vraiment, d'un point de vue sur la radicalisation, c'est parfait. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et ils le savent. En fait, moi, je suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas de risque à courir. C'est ça, la vie. Dans la vie en société, il y a toujours de l'injustice. Dans la vie en société, il y a toujours un risque à courir. Parce que l'homme est un risque à courir. À un moment donné, la responsabilité, c'est de dire quelle est la solution où on prend le moins de risques. Quand on est responsable, on rapatrie tout le monde. Parce qu'en les laissant là-bas, on fait le pire. Je vais même vous dire, c'est très rare dans l'histoire de l'administration pénitentiaire. L'administration pénitentiaire a dit, mais nous, on est prête. Nous, on est prêts. On est prêts à accueillir ces femmes. D'un point de vue structurel, on est prêt. Officiellement, publiquement, le monde, l'administration pénitentiaire. Donc, et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de récidive, et ça ne veut pas dire que dans 20 ans, 30 ans, mais en tout cas, là, on fait tout pour fabriquer les attentats de demain, autant vous le dire. Quand en février-mars, les femmes dans le camp me disent « on va payer, ok, on va payer, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on va payer, mais on veut sauver nos gamins », il fallait les cueillir à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'on fait un travail avec ces femmes-là. Mais 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, cette phrase, mais j'ai quel avenir dans un pays qui préfère me voir crever mon gosse plutôt que de me voir rentrer? Vous croyez que ça crée quoi, à part de la radicalisation? Et le pire, c'est ça qui est dingue. Alors quand on me dit, non mais vous comprenez, certaines sont très dangereuses. Oui, moi je ne suis pas droit de l'honniste idiote, hein. Certaines sont très dangereuses. Donc celle qui vous dit, je ne veux pas être rapatriée, je veux continuer le combat, je veux continuer à peupler Daesh, et puis je veux que mon gamin un jour, vous foute une bombe, on dit, d'accord, restez là, alors très bien. Si c'est ici que vous allez réussir à faire tout ça, vous avez raison, on ne va pas vous rapatrier. Non mais on est dingue ou quoi? Mais quelle est cette logique, en fait? Juste une chose, hein. Vous le disiez tout à l'heure, professeur, la CNCDH, Commission nationale consultative des droits de l'homme, à 3 reprises, il faut rapatrier l'UNICEF, le CICR, l'ONU, le Conseil de l'Europe et le coordonnateur des juges antiterroristes français, M. Depasse. Le coordonnateur des juges antiterroristes français qui dit « mais c'est une question de responsabilité, moi je m'en voudrais de ne pas le dire publiquement ». On en est là. Et il n'y a qu'une décision politique qui revient à l'Élysée, parce qu'effectivement, j'ai été reçue à l'Élysée, j'ai l'impression de plaider, mais dans un moulin à vent. Non mais franchement, hein, je n'y vais plus, parce que de toute façon, pendant 1 heure, 2 heures, je fais ce que je suis en train de faire avec vous, et au moins vous posez des questions, mais eux, ils ne posent même pas de questions. Ils attendent juste que ça se termine. Je n'ai pas d'argument. Je n'ai pas d'argument. Je vais raconter, quand on est rentré en février 2021, séance à l'Assemblée, on fait une conférence de presse à l'Assemblée, puis le lendemain, ou 2 jours après, séance publique à l'Assemblée, le mardi, là où il y a un peu tout le monde. La présidente de la commission des lois vient me voir, vient s'asseoir à côté de moi, et me dit « Alors, tu rentres du Kurdistan, alors comment ça s'est passé ?» Donc, il faut sauver ses enfants. Je dis tu pourrais peut-être parler au président de la République, parce que tu es présidente de la commission des lois. Oui, mais moi je suis d'accord avec vous, mais tu sais, on ne peut rien faire. Je suis vraiment d'accord avec vous. Hein. Voilà ce qu'elle m'a dit, la présidente de la commission des lois.
C'est-à-dire qu'il y a un choix, encore une fois, sans aucun argument, de simplement rendre ces enfants les plus invisibles possibles et de faire traîner jusqu'à l'élection présidentielle. Et en même temps, on leur dit, vous ne les transformerez pas en enfants fantômes, ça n'existe pas. D'abord, nous, on n'abandonnera jamais, puis les grands-parents non plus, les oncles et tantes non plus, comment voulez-vous? Parce que derrière tout ça, il y a quand même une histoire. C'est comme si ces femmes n'étaient pas nées en France, n'avaient pas été à l'école de la République, n'avaient pas grandi en France, ne s'étaient pas radicalisées en France. Enfin, c'est comme si ce n'était pas notre problème, mais vous plaisantez ou quoi? Il va peut-être aussi, à un moment donné, qu'on réfléchisse à ce qui s'est passé. Et ce qui est né ici, tout ça, c'est né ici, c'est pas né là-bas. Donc l'histoire judiciaire, elle sert aussi à ça. Juger ces femmes, c'est aussi comprendre ça. Vous savez, souvent, moi qui défends beaucoup de femmes et d'enfants rentrés de Syrie, et puis certaines femmes qui ont voulu partir mais qui ne sont pas parties, je me dis, mais en fait, les plus dangereuses, c'est celles qui veulent partir et qui ne sont pas parties. Parce qu'elles sont encore dans le fantasme de ce qu'a pu être l'État islamique. Alors que celles qui y sont allées, je peux vous assurer que la grande majorité, certaines de ces femmes, 3 ans, 4 ans plus tard, quand un expert psychiatre les examine, conclut à un choc post-traumatique. 3 ans, 4 ans plus tard. Vous savez ce que c'est, les femmes sous l'État islamique? C'est la Madafa. Bon, alors le combattant, il la prend, ensuite il la viole, ensuite elle fait des gamins, ensuite il meurt, il la refait dans la Madafa, ensuite elle se fait... Enfin, c'est quand même ça, l'histoire des femmes sous Daesh. Donc, je ne suis pas en train d'en faire des victimes, je suis en train d'expliquer ce que la grande majeure partie d'entre elles ont vécu là-bas. Et quelque part, pour beaucoup d'entre elles, ça les vaccine. Écoutez un podcast, peut-être que vous le connaissez, qui s'appelle La Cage. La Cage de Céline Martelet, qui est un podcast très intéressant d'une femme qui a vécu sous Daesh, sous l'État islamique, et qui a connu d'ailleurs les pontes de l'État islamique, et qui raconte toute sa trajectoire. Elle ne se victimise pas du tout, hein. Vous aurez une image claire et précise de ce que les femmes peuvent vivre là-bas, et de ce que les enfants vivent aussi là-bas, ou ont pu vivre là-bas. Peut-être pour ajouter, parce que je me rends compte que je n'avais pas répondu vraiment d'ailleurs à votre question sur est-ce qu'on peut imputer à la France le décès d'une femme dans un des camps. Une fois que la Cour est compétente, bien sûr, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des obligations positives pour l'État. Certes, ce n'est pas la France qui est directement responsable de la mort de cette femme, ce n'est pas lui qui l'a obligée à aller là-bas, ni qui ne lui a infligé des mauvais traitements qui ont conduit à son décès. Simplement, on sait qu'aujourd'hui, il y a une obligation de prévention lorsque un État connaît le risque encouru, et on peut faire un parallèle qui, à mon avis, est assez intéressant avec toutes les affaires récentes qu'on a sur la question des violences sexistes et sexuelles, et notamment des violences conjugales où des femmes sont décédées sous les coups de leur conjoint, et où systématiquement l'État est reconnu comme responsable d'une violation de l'article 2. Ce n'est pas lui qui a tapé, hein, mais parce qu'il connaissait, parce qu'il y a eu une inaction des services sociaux, de la police, des autorités judiciaires, une passivité, alors dans ces cas-là, ça entraîne une violation de l'article 2. Donc on peut tout à fait transposer ici l'argument. L'État français sait qu'il y a actuellement des personnes qui, en tout cas une partie d'entre elles, importante, est en danger de mort, puisque dans ces camps, il fait froid, on est mal nourri, il n'y a pas d'accès à la santé. Donc à un moment donné ou à un autre, statistiquement, c'est la fois à dire, mais il y aura des morts. La France est au courant. Donc à partir de là, encore une fois qu'on a jugé que la Cour était bien compétente, il ne fait aucun doute qu'on peut potentiellement aboutir à une violation de l'article 2. Et si ce n'est pas l'article 2, et que heureusement les personnes ne sont pas décédées, ce sera de l'article 3. Et évidemment, nous la saisirons. Je veux juste, par rapport à ces enfants et à cet argent, parce que c'est important, j'en ai pour 2 secondes. Mais sans les familles ici, ces enfants meurent. Ça c'est clair. C'est-à-dire que les familles doivent envoyer de l'argent dans les camps. Et au départ, c'était du financement du terrorisme. D'ailleurs, c'est du financement du terrorisme. Pourquoi ? Parce que, on vous l'a expliqué, le Rojava, et Rojava, ça ne veut rien dire, Kurdistan syrien non plus, en fait, il faudrait dire l'ANS, puisque ça n'existe pas, le Kurdistan syrien, le Rojava non plus, mais l'ANS, on va l'appeler le Rojava, c'est pas un État, donc il n'y a pas Western Union, il n'y a pas de banque, on ne peut pas envoyer de l'argent comme ça. Donc, on envoie de l'argent dans ces camps via des intermédiaires, c'est-à-dire des intermédiaires qui sont notamment en Turquie, et puis qui vont faire arriver l'argent dans les camps. Et les intermédiaires, vous croyez quoi ? C'est les mêmes intermédiaires que sous Daesh. Évidemment. Et puis je vais même vous dire, quand l'argent arrive dans le camp, les Kurdes de Syrie, ils prennent une commission. Et les Kurdes de Syrie, c'est qui ? C'est le PKK. Donc en réalité, là aussi, c'est complètement dingue. Depuis des années, les familles
pour que les petits-enfants ne meurent pas, elles envoient de l'argent dans les camps qui passent un petit coup chez Daesh avec sa commission et puis un petit coup au PKK avec les Kurdes de Syrie. C'est du double financement du terrorisme. Mais comme le dit si bien le PNAT, non mais maître, je comprends, là c'est l'état de nécessité, voilà, effectivement on ne va pas les poursuivre. Bon, quelques gardes à vue quand même de temps en temps, parce que sachez une chose, toutes ces familles sont grillées au bout de 3, 4, 5 ans. Western Union, c'est fini. Ça ne marche plus, évidemment. Quand on envoie de l'argent en Turquie 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 7 fois, 10 fois, c'est terminé. Donc, on arrive sur la crypto-monnaie. C'est encore mieux, mais parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. On en est là. Et tout ça, sous couvert de « non, mais on est au courant, on sait bien que sans argent, de toute façon, ces enfants meurent. Donc, on accepte. » Mais c'est complètement dingue. Hein. Moi, j'arrive toujours pas. Encore une fois, il n'y a vraiment rien à sauver, mais c'était important de vous le dire. Et sur la coopération, elle existe. Vous le disiez tout à l'heure, par rapport à l'exercice de juridiction. Moi, je suis dans des dossiers où je vois des auditions réalisées par les autorités kurdes. Il y a une vraie coopération entre les services de renseignement là-bas et les services de renseignement français. Et d'ailleurs, les dossiers français sont nourris par les renseignements là-bas. Ils savent exactement ce qui se passe dans les camps. On a des procès-verbaux de synthèse, je ne trahis pas le secret de l'instruction puisque je ne dis pas ce qu'il y a dedans, mais qui décrivent particulièrement bien la situation dans ces camps. Donc, il n'y a pas que moi qui les renseigne, puisque moi je leur dis tout, toutes les semaines. Mais les services de renseignement fonctionnent. Donc, rien que ça aussi. Ça prouve bien qu'il y a exercice de juridiction, en tout cas qu'il y a coopération entre les deux. Monsieur Laferrière, d'un point de vue politique, quand on voit que la France a refusé du coup d'un point de vue de l'opinion publique, est-ce qu'aujourd'hui agir sur l'opinion publique serait une solution en attendant le jugement de la CEDH, ou par la sensibilisation, tout ça, ou est-ce que même ça, ce ne serait pas suffisant à l'heure actuelle? Quand on fait des tribunes, des appels, des conférences, on essaye de sensibiliser l'opinion publique. Voilà. Nous, on avait fait le pari qu'on pourrait convaincre les autorités avant même de convaincre l'opinion publique. Parce qu'on est effectivement en démocratie représentative et que c'est aussi le rôle des autorités d'éclairer. Et là, je crois qu'effectivement, il y avait d'abord un engagement qui n'a pas été tenu pour cause de sondage. Je crois que ça, il faut le rappeler. Voilà. Mais plus on pourra convaincre l'opinion publique, plus mieux ce sera. Moi, depuis que je suis engagé sur ce sujet, pour sauver les enfants, j'en prends plein la gueule, hein, quand même, sur les réseaux sociaux. Hein. Voilà. Mais bon, c'est les réseaux sociaux, quoi. Ben, on m'a accusé d'être complice des terroristes du Bataclan, vous voyez, par exemple. Ouais, je ne suis pas le seul, hein, les réseaux sociaux. Puis quand on fait de la politique, de toute façon, on est habitué à en prendre plein la gueule sur les réseaux sociaux. Mais pour vous dire qu'il y a effectivement une opinion publique à convaincre. Vous voyez, quand on explique qu'il faut sauver 200 enfants et qu'on vous dit vous êtes les complices du terroriste du Bataclan, alors que même l'association des victimes du Bataclan, tu me confirmes, Marie, que même l'association des victimes du Bataclan appelle au rapatriement? La FVT, l'Association française des victimes du terrorisme, a appelé au rapatriement des enfants. Et moi qui suis au procès des attentats du 13 novembre, plusieurs victimes des attentats du 13 novembre se sont tournées vraiment vers les avocats de la défense en disant « faut qu'ils rentrent ». Il faut qu'ils rentrent parce que c'est une menace pour nous demain, quoi. Juste une chose sur l'opinion publique. Parfois, je me dis, mais qu'est-ce que c'est l'opinion publique? Là, en l'occurrence, l'opinion publique, elle est nourrie par le politique. Le politique la cristallise et la fige. L'opinion publique, elle bouge. Moi, quand je prenais position là-dessus, Hubert, il y a 4 ans, c'était 10 mails le lendemain au cabinet, ma Kalachnikov dans ton vagin, etc., les appels au viol, machin. Aujourd'hui, c'est 10 demandes de stage. Voilà. En fait, c'est là où je suis en colère. C'est que le président de la République, qui s'appelle Emmanuel Macron, avait assez de talent en 2019 pour réunir tout le monde, faire une immense conférence de presse et expliquer pendant 2 heures pourquoi il fallait rapatrier tout le monde. Pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'humanité, etc., etc., etc. Et il l'aurait fait magnifiquement. En plus, je vous le dis sincèrement, j'en suis persuadée. Mais il a eu peur de ce que charrie
l'opinion publique de pire parfois à l'instant T. Et il n'a pas joué la carte de la pédagogie, il a décidé de la nourrir en restant inerte. Juste une chose, François Mitterrand, quand, juste avant le second tour, on lui pose cette question, c'est l'avant-dernière question, Monsieur Mitterrand, juste une chose, 65% des Français, je crois que c'était 65% des Français, sont contre l'abolition de la peine de mort, est-ce que vous allez l'abolir? Il répond, non seulement je vais l'abolir, mais je serai président de la République. Et moi, je me dis qu'à ce moment-là, l'opinion publique, elle se dit, ben voilà, ça, c'est quelqu'un qui sait prendre une belle distance avec l'opinion publique. Et que même ceux qui étaient contre l'abolition de la peine de mort, ils ont quand même voté pour lui. Je pense que c'est ce qui nous manque. En fait, ils sont pris au piège, ils sont pris en otage d'une opinion publique qu'ils fabriquent eux-mêmes. Parce que moi, je vois bien à quel point ça a bougé. Et à quel point on peut expliquer. Et à quel point ceux qui ont décidé de dire ces enfants qui crèvent, s'ils n'avaient qu'à pas avoir des parents comme ça, on peut les laisser de côté, on s'en moque, c'est pas grave. On ne va pas essayer de les convaincre. On ne combattra jamais le terrorisme autrement qu'en renforçant notre état de droit et nos valeurs. Ça ne marche pas sinon. C'est Sagman qui l'a magnifiquement écrit. Sagman, c'est un Américain qui a travaillé pendant très longtemps avec la CIA sur le terrorisme et qui dit ça. Il dit on ne peut pas combattre le terrorisme autrement qu'en étant dans une justice parfaitement équitable. Dernière chose, le 11 septembre 2019, c'est super important. Il y a une quinzaine, 11 septembre 2019, il y a une quinzaine de professionnels de l'antiterrorisme et de la sécurité intérieure aux États-Unis et en Grande-Bretagne qui ont appelé les États à rapatrier tout le monde en disant en ce triste anniversaire, on ne veut pas que l'histoire se répète. Ne répétez surtout pas, disent-ils, les erreurs du passé et brisez le cycle de la violence. Ce qu'ils disent, c'est arrêtez, on ne va pas refaire Guantanamo. Ne faites pas les mêmes erreurs que nous. On n'a pas géré le 11 septembre. Et finalement, on a participé à ce que l'histoire se perpétue. Ne faites pas comme nous rapatrier tout le monde. C'était le 11 septembre 2019. Les plus grands spécialistes du contre-terrorisme, américains et anglais. Lettre morte. C'est de l'irresponsabilité totale. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. On va maintenant passer aux questions du public. Bonjour, je vous remercie pour ce débat. Laurence Rancos-Terminal, maître de conférence dans cette faculté. On ressent donc de vos interventions que l'État politiquement était prêt, mais l'opinion ne l'a pas été. Est-ce qu'il a été envisagé peut-être de se battre plutôt sur le terrain national en envisageant peut-être une proposition de loi sur la protection de l'enfance, peut-être franco-française, qui prévoirait une compétence extraterritoriale du juge des enfants en permettant à la nationalité de jouer? Est-ce que ça aurait pu aider? Et est-ce que ça aurait pu passer? C'est-à-dire en disant le juge prend une ordonnance de placement de ce gamin saisi par ses grands-parents et maintenant on fait exécuter notre décision de justice. C'est ce que j'ai essayé de faire et ça n'a pas été possible puisque j'ai été déclarée irrecevable par le parquet des mineurs et par le juge des enfants. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure et ça a été... Moi, j'ai vraiment songé à cela. Et je n'ai pas que demandé des investigations. J'ai demandé aussi effectivement un placement et on m'a déclarée irrecevable. J'avais discuté de ça avec certains parlementaires, dont toi, Hubert, je crois. Et M. Morel-a-L'Huissier aussi, pour essayer d'avoir une réforme sur ça. On a même essayé aussi à un moment donné de faire évoluer le droit sur l'acte de gouvernement. Parce que ça peut poser... la définition de l'acte de gouvernement, effectivement, nous sommes allés, jusqu'au Conseil d'État, mais on ne peut rien faire. Cette définition, elle est claire, nette et précise, et le refus de rapatrier ces personnes rentre dans cette définition. En tout cas, le Conseil d'État l'a clairement dit. Donc on s'est ensuite tourné vers le législateur. Mais après se pose aussi le problème de la rétroactivité. On avait effectivement parlé de ça. J'ajoute que dans la pratique de la Ve République, telle qu'elle se pratique aujourd'hui, je pense que vous avez évidemment tous fait du droit constitutionnel, donc vous savez qu'il y a l'initiative parlementaire avec les propositions de loi. Par contre, je ne sais pas si vous êtes conscient à quel point, en fait, aucune proposition de loi qui n'émane pas d'un parlementaire, on va dire de la majorité, n'aboutit. Donc à un moment, on avait envie aussi d'être efficace, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, proposition de loi qui vient de groupes d'opposition n'aboutit pas.
même des propositions qui peuvent émaner de parlementaires de l'AREM, mais qui ne sont pas en fait validées par le gouvernement, qui sont en désaccord avec la majorité sur certains points. C'est pour ça qu'ils font une proposition de loi, n'aboutissent pas. Donc, à un moment, nous, on avait envie de tout faire pour que ça avance, quoi. Donc, là, c'était effectivement, ça pouvait être un pas important de sensibilisation, mais la proposition de loi n'aurait pas. Mais vous savez, même sur la saisine de la CPI, vous en avez parlé tout à l'heure de la Cour pénale internationale. Moi, j'ai écrit à l'Élysée avant en disant j'ai pas envie de le faire. Faites-nous au moins un signe, parce que j'ai pas envie d'aller jusque-là. Mais je ne suis pas, moi, cette polémiste qui a envie, vous voyez, de dire un président de la République français, ben, il est coupable de... J'ai pas envie de ça. Et d'ailleurs, j'ai cru que ça allait fonctionner, parce que j'ai eu une réponse à ce moment-là. Merci de nous avoir prévenus, attendez un peu, etc. Et puis finalement, on ne peut plus attendre. Et d'ailleurs, on ne peut pas attendre, elle est morte. Enfin, voilà, une femme est morte. Et puis, c'est pas qu'une femme. Excusez-moi, mais vous avez vu que des enfants sont enfermés dans des prisons kurdes, ils n'ont pas 12 ans, 850, dit l'UNICEF. Ça, on le sait parce que les djihadistes ont réussi à libérer leurs copains dans les prisons syriennes. Mais enfin, ça, c'est un crime de guerre. Des enfants qui faisaient partie probablement des lionceaux du califat sont enfermés dans des prisons syriennes qui sont des mouroirs. Ces prisons sont des mouroirs. C'est pas moi qui le dis, c'est pas l'avocate qui le dit, c'est renseigné. Donc, bien sûr que les crimes de guerre existent sur cette zone. Et nous, avocats, on n'avait pas envie d'aller jusque-là, mais à un moment donné, on a comme seul outil, et vous n'aurez comme seul outil, vous aussi, que le droit. Et il faut bien aller jusqu'au bout quand politiquement, on ne veut rien entendre. Je voudrais déjà vous remercier pour ces interventions qui étaient très passionnantes et qui nous enseignent vraiment pas mal de choses sur des sujets qui ne sont pas vraiment relayés dans les médias très explicitement. Vous avez dit à plusieurs reprises, vous avez parlé à plusieurs reprises d'opinion publique qui aurait empêché le gouvernement d'agir pour des conditions électoralistes. Je vais faire un peu mon bourdieuxien et dire que l'opinion publique n'existe pas vraiment et que c'est davantage l'État et les médias qui ont accompagné cette politique autoritaire, islamophobe au cours de ces dernières années, qui remonte bien au-delà avec l'histoire coloniale française, mais qui a augmenté après les attentats qu'on a connus. Et comme l'a dit monsieur Loïc Robert, qui a parlé que la France espérait sans doute se faire condamner par la CEDH pour exécuter des conditions d'humanité basiques, je voudrais vous demander si c'est pas un peu antinomique, puisque en accompagnant des discours islamophobes, en assimilant les terroristes à l'islam et à ces femmes et ces enfants, surtout les enfants, en les affiliant à leurs parents pour ce qu'ils ont commis, est-ce qu'au final, ça ne crée pas la situation d'une surenchère autoritaire qui conduirait à la sortie de la CEDH, justement parce que la France se plaindrait d'être condamnée par cette dernière à accomplir ces éléments, conduisant in fine par cette surenchère à une sortie de l'état de droit, ou encore, comme le proposent certains candidats à l'élection présidentielle, à des déportations pures et simples. Je ne sais pas très bien comment répondre à votre question. Et d'ailleurs, si c'est une question, c'est plutôt une contribution. Ce que je crois, c'est que le rôle d'un responsable politique, c'est d'abord de ne pas violer les conventions qu'un État a signées. C'est d'abord de prêter attention à préserver l'état de droit. C'est d'abord se défier de ce que l'opinion publique charrie de pire. Là, ce n'est pas le cas. Et donc, on est face à un manque de courage politique. Le courage politique aujourd'hui, c'est de faire face à une opinion, mais là, je suis d'accord avec vous, une opinion politique, j'ai horreur de ce terme parce que je suis un peu d'accord avec vous aussi, je ne sais pas très bien ce que ça peut charrier, mais en tout cas à un peuple qu'on excite de plus en plus de l'autre côté. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, on est piégé aussi là-dessus. Évidemment, je suis d'accord. Maintenant, je crois, très franchement, qu'en 2019 en tout cas, le président de la République avait une marge de manœuvre. Et d'ailleurs, il l'avait décidé, c'était décidé. Et que le quinquennat est, à mon humble avis, la pire, dans un régime comme le nôtre, la pire des solutions pour amener le courage politique à son terme.
il est tout le temps en campagne. Tout le temps en campagne. Et qu'on a très vite compris qu'ils étaient en train de se piéger sur cette question. Et que, encore une fois, en interne, il y a eu les gilets jaunes, et puis il y a eu la crise sanitaire, et puis il y a donc de plus en plus de frustration, et puis il y a Zemmour, et puis il y a l'extrême droite qui monte, et ils n'ont pas trouvé la force et le courage politique de dire, sur cette question-là, on arrête. Et on prend le risque de déplaire, ça durera 2 mois, 3 mois, 4 mois, mais on en rassurera aussi beaucoup. Mais je crois que, juste une chose, moi je suis pénaliste, voilà 20 ans que la carte sécuritaire, elle est jouée tout le temps. Voilà 20 ans que la justice est transformée en immense fait divers. Voilà 20 ans que le populisme pénal s'ancre de plus en plus. Très souvent, je disais, on a 10 ans de retard sur les États-Unis. Non, maintenant, on a 5 ans de retard sur l'Italie. C'est ça aussi ce qu'on est en train de transformer. Et effectivement, le courage politique sur une question comme celle-là est de plus en plus rare. Et finalement, se réfugier derrière, c'est pas de ma faute, c'est celle de la Convention européenne. Mais c'est désastreux, c'est immensément triste. Mais au moins, il reste ça. Alors, c'est vrai que par contre, ça peut, à mon avis, avoir un effet pervers. Bon, déjà, ce qui est assez perturbant, c'est le décalage entre le discours du gouvernement, qu'on ne peut, à mon avis, que saluer, pour défendre l'état de droit dans les autres États européens. Il faut écouter le discours d'Emmanuel Macron devant le Parlement européen. Ce qu'il a dit sur l'état de droit en Pologne et en Hongrie, c'est, bon, a priori, un discours assez convenu, mais sans doute assez classique dans une démocratie libérale, en disant que ce n'est pas parce que la majorité veut quelque chose que forcément ça doit nécessairement advenir, parce qu'on connaît les travers de la démocratie, Tocqueville les avait déjà identifiés, et on sait que la majorité peut aussi prendre des décisions terribles. Et donc, à un moment donné, l'état de droit, ça sert justement à venir contrarier le pire de l'opinion publique, le pire de la majorité, quand bien même il y aurait un soutien majoritaire. Aujourd'hui, il ne fait aucun doute que Viktor Orban ou le PiS en Hongrie ou en Pologne sont soutenus par la majorité de leur population. Est-ce que pour autant, il faut approuver les réformes judiciaires dans ces États qui font que les juridictions sont plus indépendantes? Évidemment. Là, on a un gouvernement qui est très enclin à défendre cette idée d'état de droit. Et puis, par contre, confronté à évidemment ses propres défis politiques, on oublie un petit peu cette idée-là. Et effectivement, le risque, c'est qu'à terme, si on fait tout porter la responsabilité sur une juridiction, c'est qu'on veuille s'en débarrasser. On l'a déjà vu s'agissant de l'Union européenne avant ça. À partir du moment où vous dites toujours c'est pas ma faute, c'est à cause de cette méchante Union européenne. Évidemment, après, c'est compliqué. C'est pareil pour la Cour européenne des droits de l'homme. Il suffit de regarder le nombre de candidats aujourd'hui qui évoque très clairement l'idée de vouloir la dénoncer, et y compris dans des partis qui, historiquement, étaient des partis dont on n'attendait pas ça. C'est assez vertigineux. Et effectivement, bon, il faut espérer que la contre-coup, ce ne soit pas une franche dénonciation. On sait que la France n'est pas le seul pays, en plus, à être embarqué dans cette mouvance. Et sans doute que s'il y avait un effet domino là et qu'on perd la CEDH, alors là, je pense qu'on aura de quoi s'inquiéter. Si je peux faire une réponse très politique qui n'engage que moi, mais je pense, et d'ailleurs le président de la République l'a déjà dit en petit comité, tout est fait depuis le début du mandat, en tout cas depuis 3 ans, pour installer au maximum le débat entre le pouvoir actuel et l'extrême droite. C'est la stratégie du pouvoir jusqu'aux élections présidentielles. Et donc, si vous voulez, quand on défend l'état de droit en Pologne ou en Hongrie, on sait qu'on a l'opinion, la majorité de l'opinion avec soi. Et par contre, quand on se retrouve dans une situation comme ça, on se met à avoir peur. Et du coup, effectivement, on dit, ah bah tiens, là, c'est peut-être le camp d'en face qui va l'emporter. Donc, on se couche. Et on fait exactement ce que vous avez expliqué, Robert, juste avant. C'est-à-dire qu'on va mettre ça sur le dos des institutions européennes, de la Cour européenne. Moi, je ne voulais pas, mais voilà, des grandes institutions qui échappent à notre souveraineté, une Cour qui échappe à notre souveraineté, on a décidé autrement. C'est dramatique, ce manque de courage, quand ça en vient à ce point-là. Et puis les actes et les mots. La France est un pays qui n'abandonne jamais ses enfants, quelles que soient les circonstances, et fût-ce au bout de la planète. Je ferme les guillemets. Emmanuel Macron, décembre 2019. Voilà.
Bonsoir, merci pour votre intervention et aussi merci pour le combat que vous menez qui vous honore tous. Ma question, elle est un peu plus procédurale, je crois, et elle concerne, je ne sais pas si elle s'est déjà posée, mais en tout cas, elle viendra le jour où on décide de rapatrier sans distinction, et qui concerne tous les enfants, mais surtout les enfants qui sont nés sur place et les orphelins qui ont été recueillis par les mères françaises. Sachant que des papiers ont été confisqués ou alors qu'il n'y a pas eu d'état civil d'établi, comment est-ce qu'on prouve la filiation, la nationalité des enfants? Alors, les enfants, en fait, il faut juste que vous compreniez que les services de renseignement, les juges antiterroristes, les commissions rogatoires, l'enquête de la DGSI, elle existe, mais dès l'instant où elles mettent un pied sur zone. Pendant des années, 1 fois, 2 fois par mois, 3 fois par mois, on confisque les téléphones portables à la famille, on les emmène à la DGSI, on donne tout, ils ont les messages, ils savent. Donc il y a les photos des enfants, il y a ça y est, j'ai accouché, il y a les films des bébés. Enfin, l'histoire de ces femmes et de ces enfants sur zone avant la chute de Baghouz, elle est suivie, mais il faut vraiment le comprendre. En France, elle est suivie à la virgule près. Donc cette histoire, on la connaît, d'accord ? Ces enfants qui sont nés en Syrie sont français. Vous savez qu'en droit français, il suffit d'avoir un des 2 parents français pour être français. Bon, donc ils sont français. Ils n'ont pas d'état civil. Quand ils rentrent, et certains d'entre eux, je les connais, je les défends, on leur donne un état civil provisoire. Provisoire. Et on fait des analyses ADN. Avec le grand-parent qui est là pour les orphelins, ou avec la maman qui est en détention lorsqu'elle s'est échappée des camps ou qu'elle a réussi à être expulsée via la Turquie. Et là, on a confirmation du lien de parenté. Quand le père français est dans une prison, eh bien, on va vers les grands-parents paternels, d'accord ? Et une fois que l'ADN se matche avec le reste de la famille, le parquet civil du tribunal judiciaire où l'enfant est pris en charge dans le cadre de l'ASE, eh bien, va faire toutes les démarches pour lui donner un état civil. Mais souvent, je me dis ça. Je me dis, d'abord, ces enfants, ils ne sont pas vaccinés, ils n'auront jamais les mêmes dents que les autres. Je ne pouvais pas dire ça en 2019, mais maintenant je peux le dire, c'est terminé. Ils vont souffrir de carences, évidemment, physiques que vos enfants ne connaîtront pas, mais il va aussi falloir qu'ils portent cet état civil. Comme si ce n'était pas assez compliqué, quoi. Il va falloir qu'ils portent cet état civil, né à tel endroit en 1er janvier 2020. Ça va être très compliqué pour eux. Mais en plus, il y aura cette histoire de France les concernant, quoi. Mais vous savez, même les enfants qui sont nés en France et qui ont été amenés, ça m'a surprise, moi, qui ont été amenés en zone irako-syrienne et qui sont rentrés via la Turquie avec leur maman, même eux, ADN. Pour être sûr qu'eux, alors même qu'on a vraiment toute leur histoire, qu'on les reconnaît, que certains ont été scolarisés, même eux, pour vérifier qu'eux. Bonsoir. Alors moi, ma question, c'était tout d'abord d'un point de vue droit international. Est-ce que le refus de la France de rapatrier ses ressortissants peut être assimilé à une apatridie de fait? Et face à cette apatridie de fait, est-ce qu'il serait possible, d'un point de vue communautaire, de faire peser cette responsabilité de la France sur les autres États membres qui ont déjà rapatrié leurs ressortissants, pour éventuellement faire jouer la citoyenneté européenne face à la nationalité française qui, dans ce cas-là, ne s'applique pas? C'est une vraie bonne question, puisque l'article 23 du TFUE prévoit notamment le droit à la protection diplomatique et consulaire pour les citoyens européens, en prévoyant que ce droit, on peut même du coup l'exercer auprès d'un État qui n'est pas l'État de nationalité, dans le cas où l'État de nationalité n'est pas représenté. Or, vous pourrez confirmer, mais la France a retiré toute sa représentation diplomatique en Syrie, donc on pourrait rentrer dans cette hypothèse-là. Là encore, le problème qui va se poser va être, comme souvent, un problème. Il faudrait, à mon avis, essayer de créer un lien juridictionnel en ce que ces États viennent saisir une demande de la protection diplomatique à un État qui, lui, est encore représenté. Alors, le problème, c'est que des États européens représentés aujourd'hui en Syrie,
vous n'allez pas en trouver Il y en a beaucoup. Il n'y en a pas. Il y en a pas sur Et donc, Orange. le problème, c'est qu'ils vont tous se défausser. Et qu'il n'y en a aucun, évidemment, qui va prendre le risque de se fâcher avec la France pour exercer ça. Ce qui fait que toutes les voies ici de droit, elles seront bouchées. Quant à la patrie dite fait, bon, là encore, j'imagine, je serais moyennement convaincu dans l'idée où aujourd'hui personne ne conteste la nationalité de ses enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas des problèmes, mais je distinguerais par exemple l'hypothèse avec ce qu'on avait vu par exemple avec les enfants nés de GPA à l'étranger, où ici il y avait eu un vrai souci en matière de nationalité qui avait été résolu avec la délivrance des certificats de nationalité à la suite de la circulaire Taubira. Donc ici, bon, sur la question de la patrie dit, je serais moins convaincu, mais pour moi sur la citoyenneté européenne, il y avait vraiment quelque chose à faire. Le problème, c'est que il n'y a plus personne sur place. Donc, en fait, et puis surtout, dans la zone du nord-est syrien, il n'y a de toute façon pas de représentation diplomatique, il n'y a pas d'État. Donc, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de faire jouer, même si sur le principe, c'est évident qu'on aurait pu aller sur ce terrain. Alors, effectivement, des confrères avaient travaillé là-dessus et je rebondis sur votre... et avaient conclu que c'était absolument impossible du fait justement de l'absence de représentation diplomatique. Je crois que la Roumanie, à un moment donné, avait encore une représentation diplomatique et ils avaient essayé de construire un raisonnement comme celui-là, mais finalement, ça n'a pas pu se faire. Juste une chose, quand même, encore sur l'exercice de juridiction, mais certaines de ces femmes ont la double nationalité. Elles sont franco-marocaines, par exemple. Et le Maroc rapatrie. Eh bien, la France refuse qu'elle soit rapatriée au Maroc. Donc, c'est-à-dire que non seulement la France ne veut pas qu'elle rentre, mais la France, il n'est pas question pour la France qu'elle aille dans un pays dont elles ont pourtant la nationalité. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. Je vais même vous dire que je défends une femme qui est franco-syrienne et que sa famille est en Syrie. Et que son enfant qui est très malade, elle a 2 enfants, dont un qui est très malade, eh bien, cet enfant, la France a interdit qu'il soit pris en charge par sa famille en Syrie, qui habite à quelques dizaines ou centaines de kilomètres du camp. Donc, et tout ça, évidemment, parce que sinon, ça risque d'être très dangereux. Et que vont-ils fomenter ? C'est complètement ridicule. Dernière chose là-dessus, parce que c'est important, n'oubliez jamais que la France a eu comme belle idée, et j'ai un peu peur qu'elle continue à avoir comme belle idée, la judiciarisation de tout ce petit monde en Irak, parce que nous en sommes là, n'est-ce pas ? Autant faire confiance aux juridictions irakiennes plutôt qu'aux juridictions françaises. Souvenez-vous, octobre 2019, lorsqu'il y a les bombardements turcs, monsieur Jean-Yves Le Drian se rue, mais vraiment, en 24 heures, se rue en Irak pour négocier la judiciarisation de ces femmes à l'Irak. Et que le ministre irakien sort de cette petite conférence en disant « Nous ne sommes pas une poubelle à djihadistes européens, c'est non ». La réalité, c'est qu'il demandait beaucoup d'argent pour ce faire et que finalement, la négociation, la transaction, ou plus exactement la sous-traitance judiciaire, parce que c'est ça en fait, c'est une sous-traitance judiciaire à l'Irak, ne s'est pas fait. Et je rappelle aussi, j'en termine, mais c'est quand même très important, lorsque les Kurdes en ont eu assez et ont dit maintenant ces 10 hommes-là français, on n'a rien contre eux, donc on les libère, eh bien la France a fait en sorte que ces hommes soient emmenés en Irak, judiciarisés en Irak, tout en disant non, mais on s'est arrangé avec l'Irak, ils ne seront pas condamnés à mort. Ils ont tous été condamnés à mort en moins de 10 minutes. C'est ce que Jean-Yves Le Drian a appelé des procès équitables, publiquement. Mais c'était des procès équitables, pourquoi quel était le problème ? J'avais posé une question au gouvernement. Non, mais voilà. Et ça, ne l'oubliez pas, parce que il continue à avoir en tête la judiciarisation en Irak de ces femmes et de ces hommes. Donc, en 10 minutes, ils ont tous été condamnés à mort. J'en connais particulièrement un, ou en tout cas la famille de l'un de ces condamnés à mort. L'appel, on ne sait même pas s'il est fait. On ne sait même pas s'il aboutira. Ils sont en train de croupir dans des prisons. Il arrive parfois à appeler une fois par an ses parents. Et la première question, c'est « Et les enfants ?» Les enfants, ils sont dans le camp. Enfin, je veux dire, c'est vraiment faire montre d'une telle défiance envers notre propre pays et nos propres institutions. Mais quelle tristesse, quoi. On va prendre une dernière question et après, malheureusement, c'est terminé. Je voulais vous demander, selon vous, ce désintérêt des autorités par rapport à ce problème,
c'est dû à on va dire un racisme, à une islamophobie? L'islamophobie, le problème des autorités avec ce... Vas-y, réponds-toi. Je crois qu'on a déjà répondu. En tout cas, simplement, c'est vrai que l'opinion n'existe pas. Vous avez raison, je me souviens de mes cours de sociologie. Bon Dieu, c'était il y a longtemps. Mais malgré tout, de la part du pouvoir, il y a une croyance que l'opinion existe et le pouvoir en a peur, tout simplement. Voilà. C'est-à-dire que c'est ce que m'a expliqué, c'est qu'il y a un refus de tenter de convaincre l'opinion, de l'éclairer, d'expliquer, tout simplement. Et moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi j'ai vu s'installer effectivement cette volonté du pouvoir d'avoir un débat politique dominé par le débat entre le macronisme et l'extrême droite. Voilà. C'est la stratégie politique qui est mise en œuvre depuis très longtemps. Et donc quand on sent qu'on a l'opinion avec soi pour dénoncer l'extrême droite, on y va. Puis quand on sent qu'on est sur des sujets un peu chauds, on n'a pas le courage. Voilà. Et du coup, et c'est au détriment des enfants qu'on essaye le plus possible de rendre invisible. C'est ça qu'il faut dénoncer. En fait, moi, je vais être clair avec vous. Je ne pense pas une seconde qu'Emmanuel Macron soit islamophobe ou raciste. Voilà, je ne crois pas ça une seconde. J'en ai de la rancœur, hein, depuis 3 ans, 4 ans. Et puis en plus, je suis avec les familles. Donc, mais j'y crois pas une seconde. Je crois qu'il a peur de se confronter à un pan de la population qui est raciste et islamophobe. Voilà. Et ça, c'est un manque de courage politique, c'est tout. Mais évidemment qu'il ne l'est pas. Merci infiniment pour votre intervention, pour vos éclairages et de nous avoir consacré du temps. Merci à vous également pour vos questions et votre temps. Merci beaucoup.